coin des livres. Au coin des livres, des idées qui inspirent. Explorez les axes principaux de livres qui nous ont inspirés et d'autres que nous avons réalisés et dont nous voulons partager quelques clés. Des livres qui ouvrent de nouvelles voies. Et des livres qui transforment. Touchés par des idées ou par la poésie ou encore la littérature. Et qui sait si l'art ne pourrait pas aussi ouvrir notre cœur, faire vibrer notre âme et élargir notre pensée d'une belle manière que nous vous offrons en dégustation. Nous accueillons aujourd'hui Vincent Citeau et Jean-François Dortier, et merci d'être là puisque nous allons échanger autour de votre livre La marche de l'histoire. Un petit rappel pour nos auditeurs, à quoi servent ces podcasts? C'est pour essayer d'avoir une vision globale et plurielle des changements civilisationnels. Nous sommes aujourd'hui à un moment bien particulier de notre histoire d'humanité, juste connecté à 8 milliards, avec des effets systémiques assez intéressants et impressionnants. Toutefois, un certain nombre d'auteurs essaient d'y voir clair, essaient de comprendre, essaient de saisir dans quel type de mouvement nous sommes pris. Et par conséquent, nous allons aujourd'hui écouter les deux co-auteurs de La marche de l'histoire et savoir ce qu'ils ont à nous dire. Je vous invite à lire le livre qui est tout à fait passionnant. Et nous ne reprendrons pas le début puisque, avec Vincent Citeau, nous avons eu l'occasion d'échanger sur son histoire mondiale de la philosophie. Voilà, je vous laisse la parole. Peut-être Vincent Citeau qui est l'articulation entre nous deux. Et ensuite, je laisserai aussi la parole à Jean-François. À vous. Merci Christine pour nous donner l'occasion de nous expliquer à nouveau. Moi, je suis de formation philosophique, j'ai fait une thèse en philosophie, c'est mon métier, c'est ma passion, mais je considère que la philosophie, si elle se nourrit pas d'autre chose que d'elle-même, elle s'atrophie, elle s'appauvrit, elle tourne en rond. La philosophie a besoin de se nourrir et c'est les aliments qui nourrissent la pensée philosophique sont appuyés dans toutes les sciences, par exemple les sciences humaines. Et donc finalement, j'en viens à lire et à travailler beaucoup plus de textes qui viennent de l'histoire, de l'anthropologie, de la biologie, de la psychologie, etc., que de philosophie proprement parler, puisque c'est ça qui me nourrit intellectuellement et j'en fais mon miel, éventuellement philosophique. Mais là, ce qui nous réunit aujourd'hui, je crois, c'est pas tellement de faire une philosophie de l'histoire, c'est plutôt de penser des mécanismes historiques, me semble-t-il, mais bon, peut-être qu'il y a un lien étroit entre les deux, à vrai dire. Oui, eh bien bonjour, merci de l'invitation aussi. Alors pour me présenter, c'est en 3 mots. Je me présente aujourd'hui, pendant longtemps je me suis présenté comme sociologue, puis ensuite créateur du magazine Sciences Humaines, mais aujourd'hui, et je me suis appelé aussi parfois touche-à-toutologue, parce que comme Vincent, je suis intéressé par des tas de domaines et je voudrais manger le monde par la pensée et aucune discipline ne permet vraiment d'intégrer l'être humain. Donc du coup, j'ai inventé ce mot humanologue pour pouvoir exposer simplement cette idée toute simple, c'est que pour penser l'être humain, son histoire, ses origines, ce qu'ils ont dans la tête, comment vivent les humains, eh bien, toutes les disciplines des sciences humaines sont nécessaires, mais aucune n'est suffisante, et il faut faire de la transdisciplinarité. Je me réclame de ce point de vue-là un peu d'Edgar Morin, qui se réclame aussi de l'humanologie, comme Vincent aujourd'hui. Bref, l'humanologie, c'est une science ouverte, même si on est peu de gens à la pratiquer. Jean-François Dortier et moi-même sommes assez généralistes, en ce sens qu'on est un peu gourmand de tout ce qui concerne l'humanité, l'humanologie, dirait Jean-François. Et là, dans ce livre, on aborde des questions très larges concernant l'homme, mais sous un angle historique. Comment comprendre l'histoire, ses fluctuations, ses errements, éventuellement sa progression, son déclin, sa cyclicité. Ce qui nous réunit, en tout cas, c'est notre gourmandise, comme vous l'avez dit, de cette pluralité humaine et d'essayer de s'en saisir de façon pluridisciplinaire. Donc, dans votre ouvrage commun, La marche de l'histoire, vous essayez de donner des clés sur ces changements civilisationnels et on pourrait commencer par ce que vous appelez les mécanismes de l'évolution culturelle. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y aurait des rouages, est-ce qu'il y aurait des éléments que l'on pourrait saisir, comprendre dans une évolution culturelle? Et si oui, eh bien, c'est à vous. Moi, je veux bien commencer, si vous permettez.
Partons d'un exemple concret pour ne pas se perdre tout de suite dans les concepts. L'histoire humaine a connu des grands moments de Big Bang culturel. Par exemple, il y a un moment clé de l'histoire des civilisations, c'est ce que l'historien Samuel Kramer appelait dans son livre qui s'appelle L'histoire commence à Sumer. À Sumer, vers 3500 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au sud de la Mésopotamie, l'Irak actuel, il y a une sorte de Big Bang culturel parce qu'apparaît d'un seul coup l'écriture, les mathématiques, l'astronomie, une médecine, des écoles, apparaissent aussi une profusion d'innovations, la roue, l'art, les grands bâtiments. Et donc, il y a une explosion en un endroit et en un lieu. Et au cours de l'histoire, on trouve d'autres moments comme ça. On parle souvent du miracle grec, quand sont apparus en même temps, au 5e siècle avant Jésus-Christ, la philosophie, l'histoire, la tragédie, la sculpture grecque magnifique, et la démocratie. Et donc, on a d'ailleurs à la même époque un phénomène similaire en Chine, qui est beaucoup moins connu. Et puis, on pourrait partir à Bagdad, à l'époque du Moyen-Âge. C'est aussi un moment où il y a une sorte d'effervescence culturelle. Donc, on peut s'interroger pourquoi à un moment donné, dans un même lieu, dans un même endroit, il y a ce que dans le livre on appelle les âges d'or du savoir, où se déploient des pensées dans différentes directions, pas simplement la philosophie, les sciences, la médecine, mais souvent la philosophie, les arts. Et il y a une sorte de concentration. Donc, une des questions qui se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi ici ? Pourquoi est là ? Est-ce qu'il y a c'est lié à des peuples, c'est lié à des conditions géographiques, c'est lié à des conditions économiques. Ça a été un des moteurs de notre question. Voilà, effectivement, donc tu lances bien le problème. Évidemment, dans l'histoire, l'histoire est faite de bosses, de discontinuités, de périodes remarquables et de périodes un peu plus creuses. Et la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi ici plutôt que là, pourquoi à ce moment-là plutôt qu'à un autre moment. Et c'est quand même, à vrai dire, c'est quand même peut-être la question des questions, parce que si on arrivait à trouver la formule qui fait que une société peut devenir extrêmement brillante à tous les points de vue culturel, intellectuel, etc. Et qu'est-ce qui fait qu'elle devient plus terne à un moment donné ? Si on avait la formule de ce succès ou de ces échecs, eh bien, on pourrait en faire profiter l'humanité, et ce serait formidable. Bon, alors, alors, dans le livre, moi j'essaie de faire la liste, et Jean-François conteste un petit peu, ou comment dirais-je, me pousse dans mes retranchements par rapport à cette liste. J'essaie de dresser la liste des conditions de possibilité d'une émergence comme ça, culturelle, d'un âge d'or, pour reprendre l'expression, sur le plan culturel, intellectuel, géopolitique, économique, etc. Et alors, je prétends pas du tout que cette liste soit déjà ni originale. En réalité, je me fonde sur les travaux, et donc je ne fais quelque part que cumuler ou que mettre bout à bout. C'est une liste de conditions qui n'est ni originale ni suffisante, parce qu'il y a évidemment, on ne peut pas mettre en équation la réussite, par exemple grecque, sumérienne, chinoise, etc. Si bien que si on additionne des conditions géographiques, socio-économiques, géopolitique, etc., on pourra pas arriver à la conclusion, donc égale, voilà Einstein, voilà Périclès, voilà Euclide, etc. Donc évidemment, j'essaie de mettre en avant des conditions de possibilité d'une émergence culturelle foisonnante. Ce sont que des conditions. Alors lesquelles sont-elles ? Elles sont d'abord géographiques. Il est bien évident que si on constate à chaque fois qu'il y a eu des changements climatiques importants dans l'histoire, ça correspond également à des changements dans la densification des réseaux sociaux, ou au contraire l'isolement des populations. Par exemple, commençons par le commencement, si je puis dire, au Paléolithique. Dans les périodes glaciaires, les populations sont plus isolées, il est plus difficile pour elles de croître démographiquement, de tisser des réseaux très denses, notamment dans les régions froides d'Eurasie, et ces périodes correspondent moins à des périodes d'effervescence culturelle. C'est d'ailleurs
je crois que c'est Brian Fagan qui, dans le livre Holocène, montre que le Dryas récent, vers 10 000 ans avant Jésus-Christ en gros, correspond à une sécheresse assez brutale qui a impliqué un resserrement, une dispersion des populations, enfin, excusez-moi, au contraire, une densification des populations dans des zones humides, et cette densification humaine coïncide aussi avec une densification du bétail qui était sauvage, et la proximité des hommes et des animaux comme des brebis se concentrant dans des zones humides a favorisé, était un des éléments favorisant l'émergence de l'élevage et également de l'agriculture, puisque quand on se concentre sur des zones fluviales où poussent des céréales sauvages, eh bien, on est beaucoup plus incité à constater ce phénomène à récolter des céréales sauvages et éventuellement à les replanter. Et voilà le climat, disons, en résumé, je résume mon propos. Le climat est un des éléments, une des conditions pas suffisantes, mais sans doute nécessaires à l'émergence d'une floraison culturelle. Je prenais simplement là l'exemple du néolithique. Et donc, la liste n'est pas close, mais disons qu'elle commençait par là dans mon esprit. Il y avait la géographie dont vous aviez parlé également, et donc d'autres facteurs, mais qui permettent plus facilement toute la chaîne que l'on connaît, c'est-à-dire comment on passe des chasseurs-cueilleurs à la sédentarité, et avec tout ce qui va avec, je le rappelle pour les quelques qui ne le sauraient pas, sédentarité qui va avec culture, qui va avec écriture, qui va avec récolte, qui va aussi avec une tendance à l'envie, c'est-à-dire la jalousie d'un peuple à un autre s'ils sont en proximité. Ça correspond également à l'émergence des hiérarchies. Et là où vous avez un grand point de divergence, c'est que, alors je vais le dire avec mes mots, donc comme ça vous pourrez me corriger, c'est que pour l'un, vous imaginez que l'évolution de la société peut se faire, ou de la civilisation peut se faire par elle-même, c'est-à-dire qu'elle va se complexifier par elle-même. Et pour vous, Jean-François Dortier, comme ça me permet de jongler sur les prises de parole, vous seriez plutôt en train de dire peut-être que ça a à voir avec des conflits et des guerres qui auraient mis un peu un coup de pied dans la fourmilière et qui l'auraient fait évoluer. Alors je propose peut-être qu'on regarde cet aspect-là, si vous voulez bien. Le débat qu'on a eu dans un des chapitres de ce livre, c'est à propos de la formation de l'État. Vincent rappelle qu'il y a des moments de civilisation très très forts. Pour moi, il y a une formule très claire, par exemple pour Sumer, qu'on peut appliquer à la Chine, qu'on peut appliquer à l'Inde, qu'on peut appliquer à l'Égypte. Là où sont apparues en même temps des écritures, des mathématiques, de l'astronomie, de la médecine, c'est là où il y a un État qui se forme. Et un État centralisé. Souvent, malheureusement, ça va de pair avec des pouvoirs forts, des pouvoirs conquérants, des pouvoirs guerriers, qui mettent en place aussi toute une administration avec des scribes, avec des prêtres, avec des institutions qui sont un des moteurs d'impulsion d'une nouvelle organisation sociale qui implique de faire du calcul, du commerce, de la géométrie, pour pouvoir construire des bâtiments, pour pouvoir faire de l'irrigation. Voilà. Tout ça est donc bien connu. Pour moi, la période de naissance qu'on appelle traditionnellement de l'histoire, c'est-à-dire des grandes civilisations comme celle de Mésopotamie, Égypte, Chine, Inde, et on trouve à peu près le même phénomène comparable en Amérique centrale, eh bien, c'est lié à l'émergence de l'État. Après, comment est né cet État? C'est là-dessus qu'on a un débat et qu'il y a plusieurs thèses possibles. Personne n'a vraiment la formule. Il y a une dynamique qui peut être endogène, c'est-à-dire que c'est une croissance de population qui fait qu'il y a concentration de population et peu à peu émerge de cette concentration de population une hiérarchie. Ou alors, on peut le voir comme une conquête extérieure qui vient asservir des populations et qui leur impose un nouvel ordre et les asservit, prélève des impôts et à partir des richesses concentrées, permet de pouvoir concentrer, de pouvoir plutôt développer une organisation nouvelle. Bon, le débat porte sur la naissance de l'État, mais je reviens quand même sur un point en arrière. Ces lieux de formation des États qui ont créé ces grandes civilisations étaient quand même toujours dans les mêmes circonstances. Ils sont apparus dans des mêmes lieux géographiques qui sont les bassins des grands fleuves.
c'était le Tigre et l'Euphrate pour la Mésopotamie, c'était le delta du Nil pour l'Égypte, c'était le Yangtze pour la Chine, et on pourrait dire à peu près les mêmes choses sur l'Amérique centrale. Tout ça est bien connu, ce qui montre qu'il y a quand même une conjugaison de causes qui aboutissent. Et là, c'est encore un autre débat, pas toujours au même phénomène, puisque le néolithique lui-même a pris plusieurs voies, bien sûr. Mais on pourra en revenir dessus. Oui, en effet, sur l'origine de l'État, c'est comme dit Jean-François, le problème est toujours n'est pas tranché par personne, aussi savant qu'on soit. Et d'ailleurs, il n'est pas évident que la formule soit toujours exactement la même s'il y a des analogies ou des ressemblances très fortes. Hein. Tu soulignais la présence de grands fleuves et des conditions qui semblent analogues en Chine, du côté de l'Indus, du Nil, de l'Euphrate et du Tigre, etc. En tout cas, il semblerait que un État puisse difficilement se constituer dans une immense plaine qui soit complètement ouverte, où les gens puissent aller venir. Bref, ça suppose une certaine contrainte. Et comme si Jean-Paul Demoule aussi, qui est l'archéologue, historien Jean-Paul Demoule, qui dit l'État se constitue quand la population se densifie dans une zone où elle peut pas tellement fuir, et quand une hiérarchisation se met en place et qu'une caste supérieure, une classe sociale supérieure, une élite commence à s'imposer au reste de la population. Cette population, si elle pouvait s'en aller, elle s'en irait. Et donc, ce qui fait qu'un État se met en place avec vraiment des institutions qui sont assez contraignantes, enfin suffisamment contraignantes pour prélever des impôts, cette situation suppose que les gens supportent en fait cette hiérarchie. Et dit-il, ils la supportent parce que autour d'eux, il y a le désert, il y a l'océan, il y a des montagnes, bref. Ils sont un petit peu condamnés. Alors, l'exemple typique, c'est l'Égypte, où, quand on sort du Nil, c'est le désert, ou la Mésopotamie, quand on va un peu plus loin que l'Euphrate et le Tigre, eh bien, c'est aussi le désert, et donc les gens ne peuvent pas fuir. Il fait la même démonstration d'ailleurs quand les peuples néolithiques passent d'est en ouest et vont néolithiser toute l'Europe. Quand ils arrivent au niveau du front atlantique, ils se sédentarisent encore plus davantage qu'ils ne l'étaient, et il y a un accroissement démographique, et comme les gens ne peuvent plus aller au-delà, cette densification amène à la formation de proto-États, ou en tout cas de sociétés très hiérarchisées, comme on le voit dans les tombes, des cairns, où on voit des inhumations où des personnages beaucoup plus importants que les autres ont les honneurs, et qui se distinguent énormément de périodes antérieures où les tombes étaient plus collectives, etc. Bref, on n'a pas la formule de la création de l'État, mais il semblerait que on puisse pas non plus effectivement évacuer le critère géographique qu'on avait commencé par évoquer. Une autre question est de savoir si c'est un bien ou un mal que des États se soient créés. Ça, on ne l'a pas encore abordé, mais je citais Jean-Paul Demoule à l'instant, qui, d'après lui, il me semble-t-il, il a une vision assez distanciée vis-à-vis de la prise de contrôle d'une élite et d'une classe sociale dans un État. La constitution d'un État n'a pas que des bénéfices. Moi, je serais moins pessimiste, puisque c'est quand même ces structures qui ont permis, certes, à une élite de prospérer, mais cette élite, elle est créatrice d'art, d'architecture, de savoir, etc., etc. Et donc, j'ai une vision moins négative de l'État, disons. J'ai une question qui n'est pas dans votre livre, et peut-être que je viens de couper la parole à Jean-François Dortier, je vous la rendrai bien sûr. C'est pas écrit dans votre livre, alors excusez-moi si je vous perturbe avec ma question, mais vous dites ce qui va faciliter les États, la structuration, et puis les grandes constructions liées à un État bien défini, ça va être un peu les contraintes géographiques et que les gens ne peuvent pas fuir. Ok, mais je me dis peut-être aussi une autre raison, c'est que les gens y trouvent un intérêt. C'est-à-dire qu'ils apprennent des choses, ils sont sécurisés, il y a des interactions de valeurs, il y a de la création de valeurs. Il y a peut-être aussi des vraies raisons qui font que les gens restent, plutôt que uniquement la difficulté à fuir. Voilà. Donc, prends la parole qui veut, et comme j'ai coupé les micros, dites-moi. Poser la question de la soumission volontaire, de la servitude volontaire de la Boétie. Si l'État, effectivement, n'était que de la pure contrainte, eh bien, il y aurait beaucoup de mal à s'imposer durablement. Donc,
Cela dit, revenons sur des choses assez concrètes pour voir dans quel milieu on est. Tous les États, à ma connaissance, qu'on connaît historiquement, qui se sont formés pour une première fois, je reviens Mésopotamie, Égypte, en Chine ou ailleurs ou en Inde, sont des États forts, puissants, qui sont des États qui viennent de l'extérieur ou que ce soit endogènes, qui sont des États qui reposent sur la force armée, plus la religion, plus l'administration. C'est les trois piliers de formation d'un État. Et le paradoxe, c'est que dans un premier temps, c'est très brutal. C'est un asservissement de population, souvent des exécutions, des massacres. C'est comme ça que se fait l'État égyptien. C'est comme ça que se fait également l'État en Mésopotamie. Mais le paradoxe, c'est qu'effectivement, une fois qu'un État est mis en place, il va tenter alors qu'il s'est construit par la violence, souvent, le monopole de la violence, dit Max Weber, il va tenter d'imposer la paix. Il va pacifier. Le propre d'un État, c'est de vouloir pacifier, instaurer des lois, instaurer une justice, désarmer les populations pour pouvoir assurer une sorte de paix sociale. Ce qu'a fait, par exemple, ce qui s'est fait avec l'État islamique. Dans un premier temps, c'est une conquête guerrière avec une religion islamique, mais en même temps, surtout une conquête avec des razzias. Et puis, dès qu'est formé Bagdad, là, on a bien la naissance d'un État, d'une cité qui s'appelle la Cité de la Paix. Et les nouveaux califes, la première chose qu'ils font, c'est faire venir d'un peu partout des savants, des musiciens, des artistes, des poètes, pour créer une belle civilisation avec des beaux palais. Ils font donc progresser le savoir et ils instaurent en plus une philosophie qui est une philosophie quasi humaniste. Comme les Romains, après avoir conquis tout leur empire, ont fait une Pax Romana. Même Gengis Khan a voulu faire, après avoir construit son empire, une Pax Mongolica. Donc c'est l'ambivalence des États, une phase guerrière, violente, conquérante, et ensuite une phase protectrice, pacificatrice. C'est presque un système mafieux. Hein. Les mafieux fonctionnent comme ça aussi. On conquiert un territoire, on impose, on raquette les populations, puis ensuite on les protège. On les protège parce qu'on veut assurer une certaine sécurité aux populations qui ont donc intérêt à se tourner vers leurs protecteurs. Ne donnez pas de mauvaises idées, s'il vous plaît. Vincent, une réaction? Oui, effectivement, moi, dans le livre, j'associe cette idée à un processus qu'on appelle l'autodomestication. Cette idée que vous avez soulevée, Christine, selon laquelle les gens ne subissent pas l'État comme une contrainte purement extérieure, mais reçoivent bon gré mal gré cette protection ou cette tutelle comme quelque chose qui est aussi un bien pour leur sécurité, qui les structure, etc. Et alors effectivement, c'est des théories qui sont pas du tout farfelues, qui sont de plus en plus documentées, expliquées qu'au cours de la fin du Paléolithique, et ça s'est accéléré au Néolithique, donc si on parle en termes climatologiques, le Pléistocène et à l'Holocène, l'espèce humaine se serait auto-domestiquée. Qu'est-ce qu'on entend par là? On entend simplement par là qu'on retrouve dans l'espèce humaine un certain nombre de caractéristiques qu'on trouve dans les espèces que l'homme a domestiquées, c'est-à-dire la diminution du volume crânien chez l'homme, une baisse de l'agressivité, des liens sociaux, un caractère un peu moutonnier. Pour ça, je simplifie parce que on peut pas tout détailler, mais on fait la liste de tous ces caractères, ça peut même aller jusqu'à la pilosité, etc. L'aplatissement de la face, bref, des traits. Comment sait-on que l'agressivité a baissé? Justement, en examinant les os de notre face, on a des indices anatomiques de l'agressivité, de la testostérone et des effets de la testostérone sur le développement squelettique, etc., etc. Donc, rentrons pas dans les détails, mais il se trouve que si l'homme, effectivement, est devenu de moins en moins agressif, de plus en plus sociable, oui, parce que quel est l'intérêt de devenir de moins en moins agressif? Quand on entend par là, non pas l'agressivité interclanique ou intertribale ou intersociété, mais on entend par la baisse de l'agressivité, c'est-à-dire la capacité des êtres humains
à vivre dans des groupes de plus en plus larges et à se supporter au sein du groupe. On ne parle pas, encore une fois, de notre absence de guerre. Il y a toujours des guerres qui sont extrêmement violentes. Et le XXe siècle est là pour nous rappeler que la violence ne baisse pas forcément entre sociétés. Mais là, je parle au sein du groupe social. Quand on passe de clans de 20, 30 individus à des sociétés de plusieurs milliers, de plusieurs de dizaines de milliers et maintenant des millions d'individus, eh bien, on n'était pas adapté à ça originairement. Et le fait qu'on puisse supporter ces liens sociaux très forts, cette densité humaine, est lié à une coévolution génético-culturelle, si vous voulez, où on s'est progressivement adapté à la densité démographique. Et ça s'est fait aussi d'ailleurs violemment, cette pacification, puisque il a été montré que les individus les plus violents avaient été bannis ou eux-mêmes condamnés à mort. Et donc, au fur et à mesure, et parallèlement à la constitution des États modernes, ce serait fait une pacification sociale par l'élimination des individus les plus violents. Et ces processus aboutissent au fait qu'on on est maintenant dans des sociétés de millions d'individus et bien sûr, il y a encore de la violence, mais très très peu de violence par rapport à ce que c'était jadis et certainement encore plus dans les sociétés paléolithiques. Steven Pinker, par exemple, montre qu'il y a une baisse tendancielle de la violence dans les sociétés humaines. Et même si on peut discuter ici ou là si éventuellement il y aurait un retournement récent dans les sociétés contemporaines, mais en tout cas, globalement, son analyse est partagée par la communauté des chercheurs, selon laquelle l'humanité est devenue moins violente. Alors, est-ce qu'on parle d'autodomestication ou pas? On peut discuter sur les termes, mais globalement, on est devenu, semble-t-il, moins violent au sein de notre groupe social. Ok. Du coup, ce qui rend l'État aussi supportable et voire même comme étant un bien. Oui, enfin, on va pas mettre la fin tout de suite, mais l'actualité récente nous fait rediscuter quand même ces variables. Mais continuons notre chemin avant de conclure, c'est trop tôt. Avez-vous quelque chose à dire, Jean-François? À propos de l'autodomestication, moi je suis très sceptique envers cette thèse qui est devenue assez admise et courante, selon laquelle les êtres humains actuels, civilisés, comme vous et moi, et comme Vincent, bien sûr, et tous les gens qui nous entourent, nous sommes venus des gentils toutous, un peu comme les chiens sont devenus moins agressifs que les loups, ou que les vaches domestiquées sont moins agressifs que les taureaux sauvages. Donc l'idée, c'est qu'au cours de la néolithisation, il y aurait eu domestication des animaux, mais également des humains. Et donc on se serait auto-domestiqué. Moi, je suis assez rétif à cette idée parce qu'elle suppose que les chasseurs-cueilleurs avant le néolithique étaient tous beaucoup plus agressifs. Or, quand on regarde les conflits dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, on s'aperçoit qu'il y a une petite population qui est très, très, très guerrière dans la plupart, maintenant on le sait, dans énormément de sociétés, des aborigènes, des papous en Indonésie. Mais c'est quelques mâles dominants qui sont agressifs et on pourrait très bien transposer aux sociétés antiques, après le néolithique. Alors il y a l'âge de bronze, il y a le développement d'une guerre extrêmement brutale, qui est fait par des gens civilisés. On pourrait même dire que les sociétés les plus civilisées qu'on a connues, ne serait-ce que celles de la Grèce et de la Rome, ce sont des sociétés esclavagistes. Elles se sont bâties sur une brutalité extrême à l'égard des autres populations. Donc, je ne vois pas pourquoi, à moins de penser que ce soit uniquement les paysans qui eux-mêmes auraient été asservis, mais il se trouve par exemple que chez les Romains, les paysans, c'était les guerriers aussi. Et donc, ils partaient en guerre et ils étaient enrôlés dans des combats. Et je ne vois pas pourquoi, si ce n'est à penser que les Vikings ne seraient pas civilisés parce qu'ils menaient des razzias, ou les Huns ne seraient pas civilisés, alors que l'étaient les Romains et les guerriers. Alors que Jules César a fait tuer 1 million de morts pour conquérir la Gaule. Et c'était d'une brutalité extrême. Donc moi, je suis assez peu... ni sur le processus lui-même d'autodomestication, ni sur la logique de l'histoire, parce que la logique de l'histoire, effectivement, Pinker nous dit que nos sociétés actuelles sont plus pacifiques, mais depuis 100 ans, pas depuis des millénaires et des millénaires.
si on remonte à 3500 ans en arrière, ou à l'époque des conquêtes coloniales, c'est des sociétés extrêmement brutales. Elles sont très civilisées, mais très brutales. Oui, alors je reviendrai justement, c'est pour la raison pour laquelle je distinguais la violence au sein d'une société de la violence inter-société. Donc que les guerres aient été très violentes et soient encore très violentes, c'est sans conteste, mais c'est pas justement mon sujet. Le sujet, c'est de dire, au sein d'une société, la violence baisse. Donc, si les Romains font des razzias, les Vikings font des razzias, etc., ça n'empêche, oui, c'est compatible avec le fait qu'au sein d'une société viking, les gens ne s'agressent pas en permanence. Donc, pas du tout. Ils étaient en conflit permanent entre eux, comme l'étaient les Gaulois entre eux, comme au Moyen-Âge, les chevaliers s'entretuaient entre eux et menaient des tournois. Et donc, c'était une violence interne aussi, pas uniquement à l'égard des étrangers, des barbares. Donc, on distingue la violence. Les Chinois, prenons les Chinois, ils se sont fait la guerre pratiquement pendant toute leur civilisation. Ça a commencé ce qu'on appelait les royaumes combattants. Eh bien, c'était des sociétés civilisées, ils avaient des écritures, ils avaient des États, bon, et ils se faisaient la guerre entre eux. Et au sein de chaque société, eh bien, il y avait aussi des combats très, très importants. Je ne dirais même pas au sein des empereurs romains, sur les 70 empereurs romains, il y en a la moitié qui sont morts de morts violentes, au sein même des familles. Ouais, au sein des familles. Il ne s'agit pas de dire qu'on est passé d'une situation où tout homme tapait sur tout homme à une situation où dès qu'il y a eu l'État et la civilisation, il n'y avait plus de violence au sein de la société. Et c'est pas ça. Il s'agit d'une évolution globale. Et la distinction est très importante entre violence proactive et violence réactive. C'est-à-dire la violence proactive, c'est la violence qui est froide, qui est calculée, qui est délibérée, celle des guerres par exemple. On va décider d'une expédition punitive ou d'une guerre contre une altérité, et donc c'est quelque chose de médité, de rationnel, de réfléchi, d'anticipé. Et c'est pas cette violence-là, elle ne diminue pas du tout. Mais ce dont on parle là, c'est de la violence réactive, c'est-à-dire la violence, notre capacité à supporter autrui dans notre quotidien. Et cette violence-là, comme tu l'as dit toi-même, c'est une thèse qui est que l'idée que cette violence-là ait diminué au cours de l'histoire, et c'est ce que Elias après appelé le processus de civilisation, etc. C'est une thèse qui est défendue non seulement par Pinker, qui remonte à beaucoup plus que 100 ans, et qui s'appuie lui-même sur Elias, et puis sur Norbert Elias, et sur quantité d'autres travaux, y compris les travaux de paléogénétique. C'est pas simplement de l'histoire au doigt mouillé. Alors c'est intéressant parce que vous êtes du coup passé sur quelque part l'histoire de la violence. Alors bon, comme ça fait partie de mes sujets, je n'irai pas. C'est pas pour aujourd'hui. Mais par contre, ça me ramène à notre sujet commun qui est, puisqu'à un autre chapitre, vous montrez ce temps très long qui va donner une vision d'évolution des civilisations, quasi linéaire, même si la fin de la courbe est plutôt exponentielle. Et avec ce que vous venez de dire, ça permet de voir est-ce qu'on est sur des grands cycles ou des temps beaucoup plus courts. Et dans ces temps beaucoup plus courts, c'est là qu'on voit davantage les singularités, ce qu'apporte Greber aussi dans son ouvrage. Et ça, je pense que ça peut être intéressant. Donc, il faudra qu'on revienne, mais qu'on discute avant pour se mettre d'accord sur une histoire de la violence, parce que ça vaudrait vraiment le coup, surtout avec ce qu'on vit aujourd'hui. Mais voilà, revenons à nos moutons domestiqués ou pas. Donc, vous vous êtes intéressé dans cet ouvrage sur est-ce qu'il y a une marge de l'histoire qui serait dans une certaine progression et évolution? Si oui, est-ce qu'elle répond à une logique de cycle, des grands cycles, des moyens cycles, ou pas? Et je vous ramène ici et je mets en appétit nos auditeurs. On reviendra sur la violence, mais pas tout de suite. Voilà, alors qui veut prendre la parole en premier? C'était une équivoque. On s'est intéressé avec Vincent effectivement aux dynamiques au long cours. C'est-à-dire, quand je dis au long cours, c'est vraiment on transcende là l'histoire traditionnelle, coupe l'histoire en tranches, préhistoire, antiquité, histoire moderne. Donc là, on réfléchit en termes de millénaires et à l'échelle mondiale. Premier constat, il y a effectivement des processus communs qui apparaissent dans différentes régions du monde. Et donc, ce qui est intéressant d'ailleurs maintenant, c'est qu'on a une histoire globale qui permet de comparer ce qui se passe
en Occident, avec le Moyen-Orient, avec l'Inde, avec la Chine et d'autres populations, on voit qu'il y a des dynamiques communes. Il y a eu évidemment l'apparition donc de l'agriculture, on l'a dit, des États, des empires, des royaumes. Et ça, c'est assez troublant de voir dans des milieux très différents apparaître des dynamiques communes. Mais pour autant, il ne faudrait pas retomber dans une sorte d'évolutionnisme naïf qui laisserait entendre que toutes les sociétés suivent les mêmes trajectoires. Quand on parle, par exemple, revenons quelques mots sur le néolithique, l'invention de l'agriculture s'est faite dans plusieurs foyers, 7 environ à l'échelle de la planète, mais pendant des millénaires, d'autres populations sont restées chasseurs-cueilleurs. Et on pourrait même dire que les chasseurs-cueilleurs, ils ont survécu d'une époque jusqu'à très récente de l'histoire. En Australie, chez les Pygmées, chez les Bushmen. Donc, l'histoire peut emprunter plusieurs trajectoires. Donc, toutes les sociétés ne vont pas dans le même sens. Mais c'est vrai qu'une fois qu'elles sont engagées dans une dynamique, souvent on trouve des processus de convergence similaires. Et donc, l'un des débats qu'on a eu avec Vincent dans ce livre-là, c'est de savoir si, une fois qu'un processus, une dynamique est engagée, par exemple celle de formation des cités-États, puis des États, puis des empires, est-ce qu'on peut repérer des cycles ou au contraire, est-ce qu'il y a des trajectoires qui sont divergentes et qui fait que bien une société peut, dans certains endroits, aboutir à la montée en puissance de certains empires. Le cas emblématique, c'est le cas d'Empire romain. Un empire naît, se développe, puis meurt comme un organisme vivant. Ou alors, est-ce qu'il ne peut pas se prolonger au fil des millénaires sans avoir ce processus de désagrégation qui ferait que l'idée de cycle, c'est mon idée à moi, n'est pas forcément toujours pertinente pour analyser les dynamiques de civilisation. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si. Allez-y, Vincent. C'est très clair. Moi, je dirais que je ne connais pas de civilisation qui n'ait connu ces fluctuations. Alors évidemment, il ne s'agit pas de cycles bien propres, bien nets, avec des courbes qui ont toujours le même degré. Et donc, il ne s'agit pas de quelque chose d'extrêmement régulier. Mais même si l'exemple classique qu'on donne, c'est, voilà, certes, la Rome antique a disparu, les Grecs contemporains ne sont plus les Grecs antiques, les Égyptiens contemporains, etc. Donc, toutes ces civilisations, il n'y a plus de Mycéniens, il n'y a plus de Hittites, il n'y a plus de Mèdes, etc. Tout ça a disparu, donc c'est bien la preuve qu'elles ont émergé, elles ont une date de naissance, elles ont connu une apogée et elles ont disparu, donc ça fait des cycles. Mais on dit toujours, objection, la Chine est toujours la Chine, l'Inde est toujours l'Inde, et voilà deux beaux exemples de civilisations qui ne sont pas cycliques. Mais en réalité, quand on regarde des choses un peu plus près, on voit que l'histoire de l'Inde et de la Chine n'est pas du tout ni linéaire, ni simplement des petites fluctuations hasardeuses. Il y a, si ce n'est des cycles au sens, encore une fois, absolument régulier, qui dureraient 1000 ans, par exemple, eh bien, il y a quand même des mouvements qui ont une certaine, qui sont identifiables, que j'ai, sur le plan de l'histoire intellectuelle, j'ai essayé d'identifier dans mon histoire mondiale de la philosophie, qui est en fait une histoire intellectuelle, en réalité, où il y a un chapitre sur la Chine, un chapitre sur l'Inde, où je repère ces fluctuations qui durent à peu près, 1000 ans, en gros, un peu moins, et qui correspondent, ces fluctuations de la vie intellectuelle correspondent à des fluctuations de la dynamique économique, politique, géopolitique, etc. Et donc c'est pas du tout quelque chose de plat, hein. Même déjà, donc, en résumé, parce qu'on peut pas parler 10 minutes à chaque fois, même la Chine et l'Inde, qui paraissent éternelles, en réalité, ont des fluctuations historiques très marquées. Et donc je résiste à cette idée que la vision cyclique de l'histoire est une vision complètement dépassée, sauf si on considère les 2 derniers siècles, et ça peut-être qu'on va en parler, où là il se passe quelque chose d'un petit peu différent. J'adore les teasings que vous faites. Alors, voyons, Jean-François. Alors, il m'est venu une idée, justement, en écoutant Vincent, je ne crois pas qu'on en parlait dans le livre. Une distinction très intéressante sera à faire, à mon avis, entre empire et civilisation, parce qu'on mélange peut-être un peu les choses. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que la Chine, elle n'est pas restée éternelle depuis 5000 ans.
elle a connu des cycles, et des dynasties se sont effondrées, des régimes se sont succédés, et parfois ils ont été envahis par les Mandchous, et puis il y a eu des agrégations, la Chine s'est morcelée, puis s'est reconstruite. Pourquoi on parle quand même d'une civilisation? Donc de ce point de vue-là, un peu comme l'Égypte qui a connu ces grandes périodes fastes et ces périodes qu'on appelle intermédiaires, eh bien, il y a des successions de régimes politiques et des phases d'ascension et des phases de désagrégation politique. C'est vrai. Et là-dessus, je te rejoins. Mais pourquoi est-ce qu'on parle d'une civilisation permanente en Chine, comme on pourrait le dire d'ailleurs sur l'Égypte sur 3000 ans? C'est que chez les Égyptiens, eh bien, le hiéroglyphe, la langue, la culture, le régime polythéiste de la religion était à peu près le même. Comme en Chine, eh bien, finalement, il y a eu une succession du bouddhisme, du confucianisme, du taoïsme, mais c'est resté comme étant un système bureaucratique, centralisé, avec une religion d'État et une même langue qui s'est transmise au fil du temps. Donc, en ce sens-là, la culture civilisation est là, comme en Inde, une certaine permanence. L'hindouisme s'est transformé au fil du temps entre le brahmanisme des origines et l'hindouisme de Messie d'aujourd'hui, mais il y a quand même un fond culturel qui reste commun. Alors que la Mésopotamie, les Sumériens, les Babyloniens, les Assyriens, les Hittites, tout ça, ça a disparu. Donc là, il y a une succession d'empires-civilisations qui naissent, qui se déploient et qui se détruisent, alors que dans d'autres, il y a une certaine permanence à travers les cycles. Oui, bah c'est vrai. D'ailleurs, on a aussi quand même en commun pas cette modestie intellectuelle, mais enfin on avoue que il n'y a pas de formule unique qui vaille pour tout. On n'a pas un schéma simpliste à appliquer. Donc là, en fait, on négocie, on est plus ou moins dans une théorie cyclique de l'histoire, ou plus ou moins, etc. Mais globalement, on est quand même d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire on n'essaie pas d'appliquer un schéma qui soit trop rigide à la vision de l'histoire. Il y a des singularités. Là, on parlait de l'Inde et la Chine. On est tous les deux à reconnaître ces singularités. Après, on va plus ou moins insister sur telle ou telle spécificité, ou alors insister davantage sur les analogies. Moi, j'insiste davantage sur les analogies avec les autres civilisations. Peut-être Jean-François davantage sur des trajectoires non cycliques. Mais je dirais que globalement, on n'a pas une vision, je dirais, dogmatique. On n'a pas une théorie à refourguer et à appliquer en faisant rentrer le pied dans la chaussure de force, hein, parce que on aura un cadre, a priori, un cadre intellectuel à forcer, dans lequel l'histoire devrait rentrer dans nos a priori intellectuels. On ne fonctionne pas comme ça. Donc je pense que ce qui nous distingue, c'est plutôt des insistances ou des focus qu'on fait sur tel ou tel aspect de la chose. Mais bon, globalement, on est d'accord, je pense, là-dessus, quoi. Alors, il y a quand même quelque chose de particulier dans ce que vous avez nommé des deux civilisations dont tout le monde reconnaît qu'elles sont toujours présentes. L'Inde et la Chine, c'est qu'elles se sont quasiment désagrégées sur des éléments politiques, quasiment économiques. Mais ce qui les tient toutes les deux, c'est un système spirituel, pas forcément religieux. Enfin, ça dépend comment on regarde les choses. Donc, premièrement, dites-moi si vous en êtes d'accord ou pas, ce que vous en pensez. Et ensuite, nous irons sur aujourd'hui. C'est-à-dire que la raison pour laquelle autant de personnes s'intéressent à ces changements civilisationnels, c'est parce que nous vivons un moment très singulier. Alors, le premier de l'histoire de l'humanité où nous sommes tous interconnectés, voilà, ça c'est consciemment, enfin physiquement et consciemment. Donc, c'est la première fois que ça arrive. Avec le numérique et tout ce qui va avec, c'est la première fois où on peut s'observer en marchant. J'ai pas dit qu'on arrivait à tout voir, mais enfin, on peut. On a assez d'informations disponibles pour se voir en temps réel, donc c'est à la fois fascinant et en même temps difficile justement à appréhender, à gérer. Et nous avons cette petite époque délicieuse de l'Anthropocène où nous avons un impact déterminant sur la planète, surtout sur la biodiversité, parce que la Terre se remettra de nous, hein, se secouera un peu et on va disparaître. Donc nous, on se sent concerné parce qu'on voit qu'on va directement vers l'élimination de l'humanité si on continue comme ça, ou en tout cas une grande partie, et de la biodiversité, c'est-à-dire aussi des conditions de notre survie. Donc c'est pour ça que ça nous agite tellement, si profondément. Et donc, on voit en même temps qu'on a ces grandes menaces, on voit non pas une gouvernance éclairée mondiale, mais
le retour des empires et le retour d'une brutalité, pour pas dire violence, mais brutalité dans les mains de pas mal de nos gouvernants. Donc, voilà, qu'auriez-vous à dire sur, si on ramène votre quête et votre envie de comprendre à ce que nous vivons aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer comme leçon? Et on est bien d'accord que nous n'avons pas l'ambition de vous donner la réponse toute faite. Pour répondre à une telle question, alors moi, ce que vous dites m'inspire une réflexion. Alors tout d'abord, depuis 5 siècles en Occident, il y a eu ce fameux grand tournant qui fait que là, une civilisation a connu quand même une dynamique particulière, puisque là, il y a eu une série de révolutions en chaîne qui ont commencé en Europe au XVe siècle, avec l'émergence du capitalisme, avec l'émergence de l'individu, de la science, et une sorte de quadrimoteur qui a entraîné une dynamique sans fin, mais surtout à partir des années 1800, où là, on a un boom d'une première révolution industrielle, suivie d'une deuxième, ou une troisième. On ne sait pas, on est en train de débattre d'ailleurs si on est en train de vivre au cœur d'une quatrième ou d'une troisième. Enfin voilà, la numérisation, on sent bien qu'on est en train de vivre un moment d'une dynamique. On est au cœur du foyer. Ce qui a abouti également à partir de 1800, c'est le grand tournant aussi démographique de l'humanité. Hein. Il y avait 1 milliard d'humains en 1800, 1,5 milliard en 1900. En 1975, il y a 50 ans, il n'y avait que 4 milliards d'habitants encore. Déjà une démultiplication. Et nous sommes aujourd'hui 8 milliards. C'est terminé. Pour la première fois, on va aboutir quand même à un tournant qui a commencé, qui a amorcé, c'est-à-dire c'est l'effondrement de la natalité et la fin des bébés. Ce qui est, je le signale quand même aussi, une double bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour la planète, parce que c'est pas supportable de continuer à croître de façon indéfinie. Et donc, la croissance, les décroissants en ont rêvé, eh bien, elle va s'amorcer cette décroissance par quelque chose de non prévu. C'est la deuxième bonne nouvelle, c'est la libération des femmes qui se sont libérées, après s'être libérées des pères et des maris, aujourd'hui se libèrent des enfants. En partie. On espère que ça va pas être total et qu'il y aura quand même suffisamment de quoi se régénérer. Mais à 8 milliards, on a encore de la marge. Donc, l'humanité va pas disparaître à cause la réduction massive, drastique dans tous les pays du monde, sur tous les continents, du nombre d'enfants. Ça, c'est un phénomène qui est intéressant parce qu'il transcende à la fois les économies, les religions, les populations. La dynamique est en cours. Plus la baisse de fertilité masculine. C'est juste une réflexion en passant. Il y a 2 facteurs. Il y a ce que vous dites et il y a une baisse de la fertilité masculine puisqu'il y a des endroits, aussi bien en Chine qu'aux États-Unis, où des symposiums ont été faits. C'est vrai qu'il y a une baisse de la... C'est pas le facteur majeur qui aboutit à l'effondrement de la natalité, parce que on a aussi des moyens des contrats de fertilité. Il y a aussi donc c'est infime quand même par rapport au fait que surtout c'est la décision libre de faire moins d'enfants par les femmes qui aboutit à la baisse massive. Je vais glisser une hypothèse subrepticement avant de repasser la parole à Vincent. Moi, j'ai l'hypothèse que comme nous sommes l'espèce de la plus grande prédatrice sans avoir de prédateur autre que nous, donc on pourrait passer de l'autodomestication à l'autoprédation, ça on fait ça assez bien. Et j'ai une hypothèse qui est que nous nous autodétruirions partiellement parce que nous sommes incapables à un certain niveau d'avoir le niveau de conscience qui nous permettrait de nous administrer volontairement. Donc, c'est comme si on avait des mécanismes très profonds, voilà, baisse de natalité, baisse de fertilité, etc., mais qui seraient des processus qui ne sont pas du tout conscients, mais qui régulent le fait que précisément, nous ne prenons pas des décisions consciemment par rapport à toutes nos outrances, à toutes nos errances, à tous nos excès. Voilà, mais ça, c'était une hypothèse. Vous n'êtes pas du tout obligé de la commenter, mais je voulais la glisser comme ça, entre 2 propos. Voilà. À vous, Vincent. Non, mais effectivement, là, donc notre réflexion est un peu dans un cadre qu'on avait implicitement peut-être donné tout à l'heure, mais c'est de savoir ce qui se passe depuis 5 siècles, 2 siècles, nous disons depuis la révolution industrielle pour faire simple, et la mondialisation de cette révolution industrielle. Est-ce que l'histoire
universelle? Est-ce qu'on peut parler d'histoire universelle? Est-ce que cette histoire universelle s'est affranchie de ce qu'elle a toujours été, à savoir, bon, quand même, malgré tout, des fluctuations, des disparitions civilisationnelles, ou alors, et donc, on serait entré dans une ère totalement nouvelle où la logique historique qui était celle de l'humanité jusqu'à il y a 2-3 siècles est complètement invalidée par cette révolution industrielle et sa diffusion mondiale? Ou bien est-ce que, malgré les nouveautés indéniables, donc par exemple la transition démographique et cette explosion démographique au 19e siècle et 20e siècle, et malgré ça, en fait, on conserverait une rythmicité historique relativement traditionnelle et qu'il faille envisager un déclin civilisationnel, une menace de déclin comme les civilisations précédentes. Alors, c'est un petit peu ça aussi le débat qu'on a eu et que beaucoup ont. Est-ce que, par exemple, on peut comparer l'Europe contemporaine au monde romain? Ça, c'est une comparaison qui est devenue un classique. Il y a des tonnes d'ouvrages qui sont parus pour comparer le déclin romain et le déclin occidental ou supposément ou le déclin supposé de l'Occident. Hein. Et alors, comme toujours, comme on n'est pas des a prioristes dogmatiques, on essaie de voir les choses sans a priori. Et donc la question est de savoir si oui, il y a des analogies. L'analogie ne vaut pas complètement, jusqu'où elle vaut et dans quelle mesure elle est finalement assez arbitraire. Bon, et c'est là qu'on va se distinguer, Jean-François et moi. Moi, je considère, alors le fait qu'il y ait un déclin démographique, ça c'est quelque chose de pas nouveau pour le coup, ça susciterait plutôt la comparaison avec Rome. On a retrouvé des lois, enfin c'est assez bien documenté, ça, des lois d'Auguste qui se plaint que les élites romaines ne font plus d'enfants, et donc des lois très incitatives et très coercitives presque, c'est plus qu'incitatif, pour que en tout cas les élites romaines fassent plus d'enfants. Il s'en plaint et c'est un vrai problème. Donc il semblerait que voilà, le Rome, il y a des livres aussi qui sont parus sur le déclin démographique de la Rome, etc. Et donc, le déclin démographique, je ne suis pas sûr qu'il faille s'en réjouir, parce que si on parle, par exemple, des sociétés occidentales, mais les sociétés asiatiques de l'Asie de l'Est ne font pas davantage d'enfants, c'est même encore pire. On sait que la Corée du Sud a le record mondial de dénatalité, avec un taux de fécondité de 0,7 enfants par femme. Donc c'est encore plus dramatique, je dirais, en Asie du Sud-Est, mais en fait, en réalité, dans tous les pays riches, on constate ce déclin démographique très brutal, en fait, et je suis pas sûr qu'il faille s'en réjouir, parce que ça veut dire concrètement que la Corée du Sud, par exemple, va disparaître à moyen terme. Hein. Enfin, et on n'aimerait pas que ce soit le cas également pour la France ou pour d'autres pays, voilà. Et en revanche, je suis d'accord avec Jean-François sur le fait que la tendance est mondiale, c'est-à-dire que la fécondité, le nombre d'enfants par femme ne fait que baisser partout dans le monde, hein, même au Soudan, même au Mali, partout. Hein. On passe de 7 à 6, de 6 à 5, à 4 enfants par femme. Mais quand on fait 4 enfants par femme, l'explosion démographique est encore en cours. Hein. Et donc, il n'y a pas du tout de diminution démographique. Il y a simplement une baisse tendancielle de la fécondité. Il n'est pas tout à fait pareil. Ce qui fait que la population, si on parle de l'Afrique, par exemple, elle continue à exploser. Elle va exploser encore pendant un certain temps. Hein, même si la tendance du nombre d'enfants par femme est à la baisse. Hein. Les deux phénomènes sont compatibles. Toujours est-il que on peut pas, c'est un peu ça aussi notre débat, c'est que on peut pas prendre l'humanité comme une sorte de paquet énorme en disant bah, bon an mal an, certes il y a plus d'Africains, il y a moins d'Européens, il y a moins d'Asiatiques, et puis c'est pas grave. Au total, oui, mais au total, on peut pas raisonner comme ça. Si la Corée du Sud disparaît, c'est une culture qui disparaît. On peut pas dire ah oui, mais c'est pas grave parce qu'il y a d'autres personnes ailleurs qui seront plus nombreuses, ça compense pas en réalité. Donc revenons à notre sujet. Le déclin démographique est quelque chose que je trouve extrêmement significatif, extrêmement préoccupant, et qui serait plutôt du genre à nous faire valider l'analogie avec les civilisations qui ont disparu par le passé. Et donc je ne considère pas que ce qui se passe en Occident aujourd'hui est exactement analogue à ce qui s'est passé pour la Rome antique, si on prend l'exemple le plus simple, mais quand même on ferait bien de s'inspirer de ce qui s'est passé à la Rome antique pour ne pas tomber dans les mêmes travers. Et donc je pense que l'analogie est partiellement juste. Ce qui veut dire aussi que, enfin, c'est quand même les mouvements qu'on voit, c'est que pour pallier une baisse démographique, on la compense par une immigration. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat si on est pour ou si on est contre, mais ça serait assez logique de le faire, et ça se fait en plus concurremment avec des migrations climatiques. C'est-à-dire qu'il y a nécessité pour ces peuples de bouger, et précisément, on en a besoin démographiquement. Le problème, c'est là un choc des cultures et des valeurs
Et si on extrapole une immigration forte dans un endroit, et là, pareil, hein, c'est pas une question politicienne, mais on pourrait se poser la question de l'évolution de la civilisation si elle est fortement nourrie par d'autres personnes ayant une autre culture. Alors, je regarde la montre et je sais que c'est tendu de votre côté. Donc, ça va nous amener du moment où on était en pleine discussion extraordinaire à la fin. Donc, j'espère que ça va mettre nos auditeurs en appétit et qu'on aura l'envie de reprendre notre propos un peu plus tard, parce que là, ça va vraiment s'arrêter en pleine acmé. Ça va pas du tout, ça. Donc, est-ce que Jean-François, vous voudriez dire quelque chose? Moi, je suis assez réservé sur les prédictions, qu'elles soient pessimistes ou optimistes, parce que l'histoire nous a toujours déjoué des tours et déjà, on a beaucoup de mal à penser ce qui s'est passé. Les projections on s'est toujours trompé sur les projections. Donc, j'ai pas trop envie d'aller sur ce terrain-là, donc du coup, ça me permet de rester dans le timing. Oui, néanmoins, c'est intéressant de voir que à un moment où c'est difficile, euh, les personnes ont envie de se projeter vers l'avenir pour essayer d'avoir du pronostic. Et donc, le besoin est légitime, la réponse est quand même très aléatoire et risquée. Bien sûr. Mais sur la démographie, pardon, c'est effectivement le seul endroit où on a quand même, non pas des certitudes, mais on peut faire des projections raisonnables. Et donc, tous les démographes sont assez d'accord pour dire que le grand danger, c'était l'explosion démographique, la bombe P, comme on le disait, et elle est en train de se terminer. Donc, même si effectivement l'Afrique va continuer à croître, le Nigeria a 200 millions d'habitants, il va monter à 250 millions. L'Égypte va encore monter parce qu'effectivement, il y a un taux de fécondité de 4 à 5 par femme, mais il est en train de baisser très rapidement. Et donc, on sait que, bon an, mal an, dans 30-40 ans, on aura atteint le sommet, c'est-à-dire les 9 milliards d'habitants, peut-être 10 milliards. Mais après, forcément, il va y avoir un déclin. Et alors, ce déclin, il va être très rapide et il va être très brutal. C'est dans ce sens-là que moi, je dis que c'est une bonne nouvelle et que le grand danger, c'est pas la disparition de la Corée. Il n'y aura pas de disparition ni de l'espèce humaine, ni de la Corée, ni d'aucun État, sauf pour d'autres raisons que strictement démographiques. Vous l'avez dit, d'abord, il y a des migrations qui permettent de compenser ou pas. Après, ça pose des problèmes politiques, bien sûr, comme ça on a toujours posé, ou des problèmes d'identité. Mais donc la menace, c'est pas la disparition des pays, c'est pas la disparition de l'espèce humaine. La grande menace, ce serait que la population continue à croître en s'enrichissant comme elle l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il faut aussi signaler cela. C'est la première fois dans l'histoire humaine que nous avons été non seulement si nombreux, mais en vivant aussi longtemps, relativement en paix, jamais aussi riches. Et ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Et si on veut que ça dure, eh bien, il faudra accepter d'être moins nombreux. Vincent, peut-être un mot de la fin, puisque vous aviez dit, on va être. Je laisserai un tour d'un mot de conclusion, mais je veux dire un mot de la fin sur le moment où nous sommes, puisque vous disiez l'intérêt de regarder le parallèle avec l'Empire romain, c'est qu'on peut en tirer quand même quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire à ce stade? Moi, j'aurais envie de dire qu'on aurait mieux fait de conclure sur l'intervention de Jean-François, qui est beaucoup plus optimiste que ce que moi je vais dire maintenant, et qui va nous faire terminer par une note vraiment morose. On aurait vraiment dû faire l'inverse, hein. Parce qu'effectivement, Jean-François a raison, les prospectivistes, bon, c'est un peu l'art de se tromper, d'accord, mais il faut bien se prêter quand même au jeu, ne serait-ce que parce que voilà, en tant que citoyen, votant, acteur politique, on doit anticiper, on doit avoir le souci du bien commun, on doit avoir le souci de notre société, de son avenir, et donc, avec tous les moyens dont on dispose, essayer de prévoir les problèmes qui pourraient se poser. Je pense que le problème de la chute démographique, si on parle que de la France, hein, puisqu'on l'a sous la main, si je puis dire, c'est un problème extrêmement préoccupant, hein, donc on ne peut pas simplement, voilà. Et puis alors vous faisiez allusion à l'immigration, etc. Jean-François dit oui, ça remplacera. Je ne sais pas si ça remplacera. Je ne sais pas si c'est une affaire qui n'est pas un problème uniquement politique. Ça a été un problème socio-économique majeur. Et donc c'est pas. Donc je ne crois pas que ce soit simplement, comment dirais-je, ni du détail, ni quelque chose qui, bon an mal an, tout va bien se terminer. Je pense que il y a des mouvements démographiques à l'œuvre et
et pas que démographique. Dans le dernier chapitre du livre, on essaie de faire un peu de prospective, mais Jean-François me tempère à chaque fois dans ma volonté de faire la prospective, et j'essaie de faire la liste de en gros tout ce qui va mal, hein, tout ce qui va mal, en prenant par le menu, sur le plan démographique, on vient d'en parler, sur le plan socio-économique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan ceci, sur le plan cela, sur le plan éducatif même, très rapidement on l'évoque. Et donc, même si les prospectivistes se trompent, tout ce que je peux dire pour conclure, c'est que j'espère me tromper, voilà, mais que mes prédictions ne sont pas très optimistes. Juste pour rendre la parole à Jean-François, qui donc est promis à faire une touche conclusive positive, hein, la pression est à fond. Ce que je pense qui est intéressant aujourd'hui, c'est ce que toutes les personnes qui sont concernées par ce changement civilisationnel essaient d'apporter, c'est de dire, est-ce qu'on a une chance d'éviter le Titanic? C'est-à-dire que oui, on voit ce que ça donne dans un certain nombre de moments historiques ou de lieux de l'humanité. Et la question, c'est, puisqu'on a une capacité à voir, est-ce que ça va avoir une incidence sur nos comportements? Et là, il y a des acteurs qui pensent, il y a des acteurs qui agissent, les deux se rencontrent et se parlent, et c'est à cet endroit-là que c'est compliqué, parce que on ne manque pas de lisibilité sur ce qu'on vit, même si, je répète encore une fois, qu'on n'arrive pas à avoir une vision totalement exhaustive et complètement transdisciplinaire, mais enfin, quand même. Mais la question, c'est est-ce qu'on va décider collectivement de pas aller tout droit dans l'iceberg, alors que maintenant, on sait qu'on est sur le Titanic, on sait qu'on a un iceberg en face, et c'est ça, la question, c'est est-ce qu'on a cette capacité-là? Donc, on a bien dit qu'on ne serait pas prospectiviste, mais on a dit aussi que Jean-François allait donner la touche finale positive et réjouissante. Alors, elle est double, ma conclusion. Un, à votre question, elle est très pessimiste. À votre réponse, est-ce qu'on a l'humanité, a la lucidité pour pouvoir contrôler le cours de son histoire et pouvoir être raisonnable? La réponse, à mon avis, est non. L'humanité, plus que les individus sont raisonnables, ils peuvent avoir des tas de conscience d'un problème et continuer à faire le mal. Les Grecs l'avaient compris, ça s'appelle l'acrasie. C'est-à-dire, je rêve d'une chose, mais j'en fais une autre. Il n'y a aucune raison pour que, logiquement, pour protéger la nature, pour les enfants, qu'on change de mode de vie fondamentalement. Par contre, je ne crois pas au scénario de l'effondrement. J'ai d'ailleurs écrit il y a quelque temps dans l'Humanologue pourquoi le monde ne va pas s'effondrer et comment s'y préparer. Je ne veux pas l'expliquer là ici. Tous les scénarios apocalyptiques, et Dieu sait qu'il y en a eu depuis le début de l'histoire, se sont toujours trompés. Mais aujourd'hui, c'est la mode d'être apocalyptique et de dire comme une évidence, oui, on va dans le mur, oui, on va s'effondrer. Je n'en sais rien, je ne sais pas, moi je ne suis pas devin, je sais qu'on s'est toujours trompé en faisant ces scénarios catastrophiques. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver. Donc, si on n'y arrivera pas, c'est pour d'autres raisons, en tout cas pour terminer là-dessus, que notre lucidité, notre intelligence collective. Peut-être que la libération des femmes et le fait qu'elles veulent faire moins d'enfants, eh ben, ce sera une voie vers la décroissance que tout le monde attend et que tout le monde espère. Eh ben, merci pour cet élément. Merci Vincent aussi pour vos apports. Merci à vous. Merci Christine de votre invitation.